de quelques réflexions sur la dimension anthropologique de l'éthique dans la construction normative. La question d'ordre éthique est la suivante. La procréation, telle que nous l'avons toujours connue, peut-elle laisser place à une création filiative de l'homme par l'homme, sans remise en cause de ce qu'est fondamentalement la personne humaine? Autrement dit, n'y a-t-il pas, dans le projet analysé, une atteinte à la dimension anthropologique du droit, incarnée dans le principe matriciel de dignité que le législateur avait pris soin en 1994 de placer en tête du Code civil? À la réflexion, c'est précisément l'occultation de la dimension anthropologique de l'éthique qui permet au législateur d'envisager aujourd'hui de telles réformes. Commençons par là, première partie, de la récente occultation de la dimension anthropologique de l'éthique dans la construction normative. Les bouleversements récents de notre droit sont le résultat d'une évolution en profondeur de la notion même d'éthique. Premier point, l'éthique. On observe depuis plusieurs années, dans la perception de l'éthique, une suprématie de la dimension factuelle, les mœurs, sur les préceptes fondateurs de l'organisation sociale. Puis, il y a eu un basculement. Dans les réformes récentes, spécialement les lois de 2013 et 2016, les mœurs deviennent un critère d'éthique. Pourquoi ? L'omniprésence de la référence sociologique alliée à un marketing politique donnant une importance accrue aux minorités l'explique pour une grande part. Ce n'est plus l'interprétation de la notion d'éthique qui renvoie pour partie aux mœurs, car alors ce que fait le plus grand nombre s'imposerait, mais le sociologique réduit à ce que l'on peut faire qui devient un critère d'éthique. Quant aux mœurs, ce qui se fait, ils font l'objet d'une conception large, ne s'arrêtant pas aux pratiques du plus grand nombre. Quant au désir, ce qui pourrait se faire, ils sont en passe de se substituer aux mœurs. En accédant au rang de critères, le sociologique éclipse l'anthropologique, qui renvoie à l'institution de la personne humaine. La norme y perd sa vocation première, qui est de poser les préceptes fondateurs instituant les personnes. Le critère de l'éthique dans la construction normative devient factuel et non plus d'ordre juridique. Deuxième point, l'ordre juridique. L'ordre juridique, c'est en la matière le droit commun de la filiation actuelle. Il possède une base anthropologique forte et incontestée jusqu'à une époque récente. La distinction du père et de la mère, noyau dur de l'histoire naturelle de l'homme et de la femme. Les dispositions du Code civil s'y rapportent. La dimension anthropologique du droit de la filiation est ainsi clairement consacrée par le Code civil. Dans le projet de réforme des lois de bioéthique, on observe une occultation pure et simple de l'anthropologique, dès lors, d'une part, que les innovations proposées heurtent ce droit commun et, d'autre part, que le législateur n'avoue pas l'impact des modifications introduites sur le droit commun. Or, contrairement à la sociologie, le droit a pour rôle d'anticiper, d'organiser, de limiter et d'encadrer la vie en société. Y réussir est impossible sans tenir compte des réalités. S'agissant d'étudier la filiation d'un être humain, le point de départ est la procréation. La procréation n'est pas une abstraction. Elle désigne l'action de donner la vie à un être nouveau par voie de génération, terme qui traduit la fonction de reproduction des êtres vivants, et donc les organes sexués, mâles et femelles, La déformation du sens des termes nourrit depuis peu en la matière des évolutions détachées de cette réalité de base. Or, la génération constitue le socle anthropologique, juridiquement l'armature, du droit des personnes et de la famille. La double ascendance maternelle et paternelle, le calcul des degrés, l'ordre des successions, etc. En bref, le droit commun. Fonder juridiquement la filiation sur la volonté par introduction d'un critère d'éthique réduit aux mœurs et aux désirs consiste à déconstruire cet édifice, à déconstruire l'ordre juridique.
Déconstruire est facile, tandis que construire repose sur un ensemble d'actions s'inscrivant dans la durée. Ceci explique que construire nécessite des fondations solides. En la matière, une conception de la procréation, pas seulement pensée, mais correspondant à la réalité de la génération. L'enfant n'appartient pas à ses parents. Le rôle du droit est d'édifier la filiation en le protégeant de la subjectivité que représente vis-à-vis de lui la personne qui revendique sa qualité de père ou de mère par l'édiction de principes objectifs, principes relatifs à l'état des personnes, filiation hors du commerce, règles d'établissement et de contestation applicables à tous les enfants. En bref, le droit commun de la filiation. Faudrait-il tout déconstruire et laisser la place à la volonté toute-puissante, car n'acceptant plus les limites posées par le droit, avec des contradictions inévitables? Donnons des exemples. Une référence expresse en jurisprudence au caractère d'ordre public du droit de la filiation au moment où le législateur y porte atteinte, l'affirmation de la prévalence de la filiation réelle de l'enfant à l'heure où il est question de l'écarter par un acte juridique, la déclaration selon laquelle l'enfant ne serait pas privé de père dans l'insémination artificielle avec donneur dans le cas d'un couple de femmes, tout en martelant que le donneur de gamètes n'est pas le père biologique de l'enfant. Une proposition de loi envisageant sur amendement du gouvernement d'obliger la mère, pendant un délai de 3 ans, à accepter l'adoption de l'enfant par sa compagne, tant les situations concrètes créées sont mal maîtrisées. Ainsi, les évolutions légales et jurisprudentielles qui accompagnent ce mouvement ne résolvent pas les problèmes juridiques induits. Si la réforme était votée, des conséquences graves s'ensuivraient en chaîne. Il est donc indispensable de ne pas vider l'éthique de son sens et de son rôle dans la construction normative. Deuxième partie, de l'indispensable dimension anthropologique de l'éthique dans la construction normative. L'idéologie d'un droit absolu ou privé, développée aux États-Unis, érige la personne en maître absolu d'elle-même. Le courant libéral, qui en a constitué le berceau en France, remonte aux années 1980. Dans cette idéologie, la famille ne serait plus fondée sur des liens filiatifs renvoyant à la désignation des pères et mères, mais sur des rapports affectifs ou sociaux, une manifestation de volonté ancrée dans un désir d'enfant, suffisant à faire droit. Cela repose sur une abstraction. Premier point, l'abstraction. Une libéralisation complète des modèles et pratiques n'est pas difficile à envisager. Cela supposerait de transposer la loi du marché à la matière familiale. Les actes juridiques en représenteraient l'outil, cependant inadapté à raison même de la finalité d'ordre public du droit des personnes. Dans le projet, un acte juridique fonde une deuxième maternité à l'égard de la femme qui n'a pas accouché, tandis qu'un article de loi supprime l'ascendance paternelle de l'enfant. Dans les deux cas, le législateur écarte le droit commun de la filiation pour répondre à une demande individuelle. Ainsi placé sous le joug de la logique de marché, le projet de réforme heurte frontalement notre droit de la filiation. Ces nouvelles possibilités ouvertes par le projet tiennent à ce que, sans ancrage dans la génération, la parenté est une abstraction renvoyant à toutes les configurations imaginables. Et que faire de notre droit commun qui interdit de telles pratiques? Le projet ne s'en embarrasse pas, faisant comme si le droit commun n'était pas un obstacle à la réforme. Pourtant, ce droit commun d'ordre public est sérieusement fondé dans la génération, tandis que les évolutions proposées ne le sont pas. Deuxième point, l'anthropologique. Les mouvements d'évolution étudiés traduisent une crise de la loi, plus encore qu'une crise du droit.
La loi est adoptée alors même qu'elle se trouve en contradiction directe avec des règles de droit positif qu'il n'est pas question d'abroger en raison même des conséquences immédiatement désastreuses et générales qu'aurait la suppression pure et simple du droit de la filiation. Ceci explique que le législateur soit obligé de supprimer un pan de l'institutionnel filiatif, l'ascendance paternelle, et le cœur même, la matrice de la législation bioéthique, le but thérapeutique, pour créer une maternité filiative à l'égard d'une femme qui n'a pas accouché de l'enfant. Cette nécessité révèle que l'on touche au noyau dur de la filiation. Mettre de telles questions en débat, comme le suggèrent certains auteurs, revient à mettre dans le débat un élément fondamental de l'état de la personne humaine. La réalité de la double ascendance maternelle et paternelle de l'enfant représente un invariant sur lequel butent les réformes envisagées ou récentes. L'invariant est l'appellation donnée par les scientifiques à la réalité contre laquelle bute l'homme et qui n'est pas soumise à projet. Ce mot peut être utilisé pour définir le noyau dur ou rocher qui dépasse la notion même d'ordre public. La fonction anthropologique de l'éthique est de le rappeler, y compris lorsque des manipulations de gamètes permettraient chez l'humain autre chose que la reproduction sexuée, car la source en serait précisément une manipulation, donc une déviation éthique au regard de l'invariant. Ainsi, l'éthique a pour rôle de rappeler que les principes permettant l'institution du sujet sont des invariants constitutifs de la filiation. L'anthropologique ne se réduit pas à un simple paramètre dont le législateur pourrait se passer. Il représente le critère de l'éthique pour la construction normative. C'est alors la circonstance que le législateur respecte et admette les grands principes ancrés dans l'anthropologique qui fait que le raisonnement développé par le réformateur n'est pas totalitaire. Parce que le droit s'applique à l'humain et que le législateur ne peut pas tout dans un état de droit, il existe des invariants de la filiation. Ces invariants s'insèrent dans une catégorie plus vaste, celle des invariants protecteurs de la personne, relevant elle-même des invariants protecteurs de l'humain. Les invariants sont fondés juridiquement sur le principe de dignité, lequel renvoie d'abord à ce qui fait fondamentalement l'humain. La reconnaissance en droit du principe de dignité n'est un dogme que dans la mesure où il est appelé à se formuler contre ce qui le remet en cause, et à cette occasion seulement. Les juridictions pourraient l'oublier face à l'ampleur des pressions libérales qui œuvrent aujourd'hui en faveur de l'extension du domaine de la loi du marché à ces questions fondamentales. Toutefois, l'invariant préexiste au dogme. C'est là sa force. En vous remerciant pour votre attention.